Bonjour à tous. Donc sur le thème des explorations botaniques toujours et des plantes utiles, je vais vous parler d'un exemple très concret et très récent qui est l'étude des plantes au Cambodge et des plantes utilisées au Cambodge. Donc cette étude, elle s'appuie principalement sur une discipline assez vaste qui s'appelle l'ethnobotanique, qui consiste à étudier le lien entre l'homme et la plante. Concrètement, donc ça peut se faire sur plusieurs thèmes. C'est le lien entre l'homme et la plante pour des qualités médicinales, pour des qualités condimentaires, alimentaires, ornementales, religieuses, toutes les plantes qui vont avoir une symbolique forte. Tout ça, ça va rentrer dans ces études ethnobotaniques. Et ces études ethnobotaniques, elles s'appuient sur une science fondamentale qui est la botanique, on en a beaucoup parlé. Mais pour pouvoir comprendre de quelle plante on parle, il faut déjà savoir au niveau botanique sur quelle plante on s'appuie. Et donc, cette présentation, elle va s'articuler autour donc, de ces deux grands axes. Dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte, pourquoi on a fait cette étude, donc vraiment le contexte dans lequel elle se situe, sachant qu'elle s'applique principalement aux plantes médicinales, donc les plantes qu'utilisent les Cambodgiens pour se soigner. Et on va donc étudier dans un deuxième temps toute la partie ethnobotanique liée aux plantes médicinales cambodgiennes. Et puis enfin tout le travail de terrain, de collecte de plantes, d'exploration dans les forêts, qui nous ont permis de mieux comprendre, de mieux situer tout ça, et donc de publier le livre dont Bruno faisait référence. Donc le Cambodge. Le Cambodge, c'est là. C'est un petit pays d'Asie du Sud-Est, qui est bordé par la Thaïlande, le Vietnam, le Laos, une partie du golfe de Thaïlande et la mer de Chine. Et la capitale du Cambodge, c'est Phnom Penh. C'est là que j'étais basé pendant 5 ans. Et pour situer rapidement le pays, c'est un pays qui fait à peu près, en termes de superficie, un quart de la France, mais qui a une flore beaucoup plus riche. On a à peu près 15 millions d'habitants et la langue parlée est le khmer. Je le précise parce que pour tout ce qui va être étude de terrain, étude avec les Cambodgiens, ça a une importance pour quelqu'un qui, en arrivant, ne parle pas le cambodgien. Donc à Phnom Penh a été reconstruite en 2003 la faculté de pharmacie. Donc il y a eu des événements, une période assez noire au Cambodge, qui a impliqué beaucoup de désastres pour le pays. Il fallait reconstruire pas mal de choses, et notamment la faculté de pharmacie. Donc elle a été reconstruite et inaugurée en 2003, avec des financements essentiellement français via 2 fondations, la fondation Pierre Fabre et la fondation Mérieux, et via la coopération française. Donc l'idée, c'était pas simplement de reconstruire la faculté de pharmacie, de faire des murs, c'était aussi de reconstruire tout ce qui allait être les activités de recherche, les activités vraiment de laboratoire dans cette faculté, et donc au niveau de la formation, travailler énormément avec les Cambodgiens à reconstruire un savoir qui avait été un peu abîmé. Donc en 2006, on a ouvert le laboratoire commun de phytochimie. C'est donc un laboratoire qui avait pour but d'étudier la phytochimie. On va y venir juste après. C'est un laboratoire public-privé. Donc il est public parce qu'il appartient à l'Université des sciences de la santé du Cambodge, qui elle-même dépend du ministère de la Santé du Cambodge. Et il est privé parce qu'il est co-dirigé par l'Institut de recherche Pierre Fabre, qui, d'un point de vue financier, fait tourner le laboratoire et apporte pas mal de choses en termes d'expertise. Donc son but, c'est de découvrir des nouvelles substances actives d'origine naturelle et de former les chercheurs cambodgiens de demain. Donc on a ces 2 approches qu'on va voir se développer ici sur différents axes. La première activité quand on veut découvrir des substances actives d'origine naturelle, c'est de faire des activités de terrain, de constituer, comme le disait Frédéric juste avant, une collection de plantes qui va nous servir de point de départ à nos recherches. Et cette collection de plantes, elle se fait via des activités de terrain et via des activités de collecte dans différentes régions du pays pour constituer une échantilliothèque la plus vaste possible. Bien sûr, dans un laboratoire, on fait des activités de laboratoire, donc des études de phytochimie. La phytochimie, ça va être l'étude de toute la chimie qu'on va retrouver dans les plantes, toutes les molécules que vont synthétiser les plantes et qui pourraient avoir un intérêt dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine du médicament. Alors, en ce qui nous concerne. Donc au sein de ce laboratoire, à partir de notre échantilliothèque, on constituait tout un tas
extraits de plantes, qui allaient ensuite être étudiés via des collaborations avec des structures locales. On bossait beaucoup avec l'Institut Pasteur du Cambodge, avec plusieurs organismes cambodgiens, ou internationales, publics, privés. On avait vraiment tout un tas de collaborations qui nous permettaient de mieux comprendre ce qu'on avait dans nos plantes et de mieux voir les potentiels intérêts, qu'est-ce qui pouvait se cacher dans nos plantes et qui pourrait faire un anticancéreux ou autre chose. Et puis à travers donc, toutes ces activités, on avait en permanence au laboratoire jusqu'à une dizaine d'étudiants qu'on formait aux activités de terrain et aux activités de laboratoire. Donc voilà pour le contexte, c'était notre camp de base, c'était ce laboratoire. Et ensuite on a rayonné dans tout le Cambodge pour pouvoir faire fonctionner ces activités de recherche. Donc je reprends la carte de Frédéric, elle fait un peu l'unanimité, cette fameuse carte des points chauds de biodiversité. Et on voit que notre Cambodge, il se situe dans un de ces points chauds. Donc c'est une des régions du monde où la biodiversité est la plus riche. Et notamment au niveau végétal, ça va être un endroit où on va pouvoir découvrir une variété de plantes énorme. Donc pour vous donner quelques exemples, le paysage cambodgien typique, c'est ça, c'est des rizières, des palmiers à sucre, et puis des pnoms. Les pnoms, c'est les collines, sur lesquelles souvent on a des temples, les Wat. Donc Angkor Wat, c'est le temple d'Angkor. Et Phnom, c'est la colline. Phnom Penh, c'est la colline de Madame Penh, qui est censée être celle qui a un petit peu établi cette ville. Donc ça, c'est des paysages ruraux, extrêmement anthropisés, mais néanmoins qui, d'un point de vue ethnobotanique, sont très intéressants, parce que les populations, quand elles vont chercher des plantes utilitaires, elles vont rarement au fin fond de la forêt pour trouver une plante rare. Elles ont plutôt tendance à utiliser des plantes qui poussent près de chez eux, des plantes anthropophiles qu'ils ont domestiquées ou qui viennent spontanément. Et donc nous, c'était un terrain absolument intéressant. On a encore au Cambodge, de moins en moins, mais il en reste quelques zones de forêt denses sempervirantes, comme le disait Francis Allais hier, qui ne sont certainement plus primaires ou alors à l'état de confetti, mais qui sont quand même plutôt bien préservées encore dans certains endroits. On a toute la pointe au nord-est, là au Ratanakiri. C'est une zone qui a été très mal desservie par les routes. On est à la frontière avec le Laos et le Vietnam, et comme il y avait très peu d'activité humaine, on a gardé une végétation originelle assez riche. Et à l'autre extrémité, on a les monts Cardamom, à la frontière avec la Thaïlande, qui eux sont également une zone au niveau botanique qui est très très riche. Et puis quelques types de végétation au niveau du mont Bokor et dans la région de Kampong Tom qui sont intéressantes également. On a des forêts beaucoup plus décidues, donc là des forêts qui ont été qui sont plus sempervirantes. On va avoir des feuilles qui tombent, qui se reconstruisent, elles sont beaucoup plus claires. Donc là on a quelques exemples. On a au Cambodge des immenses terrains, ce qu'on appelle nous les forêts à diptérocarpacées. Les diptérocarpacées, c'est des immenses arbres qui sont très prisés pour la qualité de leur bois et poussent dans des zones souvent assez dégagées. On a beaucoup de graminées au sol, on a beaucoup d'herbacées et puis ces grands arbres qui vont les parsemer régulièrement. On a des choses beaucoup plus originales au niveau bien sûr de la côte avec une végétation adaptée à la côte, donc en haut une végétation plutôt qui va être adaptée à des environnements sablonneux. Et puis des mangroves, on a quelques mangroves qui restent très bien préservées au Cambodge, plus beaucoup, moins que dans certains pays voisins, mais il en reste. On a là une vaste forêt de palétuviers qui s'étend sur pas mal d'hectares, donc c'est là aussi, en termes de diversité végétale, c'est pas génial. Il y a finalement assez peu d'espèces là-dedans, mais visuellement c'est intéressant. Et puis c'est des plantes qui, du fait de leur adaptation environnementale, peuvent présenter un intérêt également. Beaucoup plus original, au nord de ce grand lac qu'on appelle le Tonlé Sap, il y a une forêt qui s'est adaptée à l'inondation. Ce qui se passe, c'est qu'à la fonte des glaces himalayennes, et à la fonte des neiges, on va voir le flux du Mékong, qui est le fleuve bleu là qu'on voit à droite. Donc son flux va grossir avec cette augmentation de son débit par un système de vases communicants. Ça va gonfler les eaux du Tonlé Sap. Donc on va avoir le courant du fleuve qui part de Phnom Penh et qui remonte vers le Tonlé Sap, qui va remonter. Le niveau de l'eau du lac va monter, c'est significatif, de 5 à 8 mètres à certains endroits. Donc la végétation qui est ici, pour pousser, elle doit être adaptée à être ou bien sous l'eau pendant plusieurs mois par an, ou alors à dépasser de l'eau pour certains pendant plusieurs mois par an. Donc là, en termes d'adaptation, c'est fantastique, on a des choses vraiment intéressantes. Et puis, une fois que notre Mékong
son débit rediminue. Le cours du fleuve Tonlé Sap va s'inverser, c'est vraiment rare au niveau planétaire. Donc on a un fleuve, la Phnom Penh, qu'on voit 6 mois par an couler dans un sens et 6 mois par an couler dans l'autre sens. Donc ça, c'était pour ce qui était les points positifs. Les points négatifs, c'est que on a une grande diminution de la végétation originelle au Cambodge, comme dans plein de pays de la région. C'est un pays qui grandit à toute allure, c'est un pays qui change. On vient au Cambodge, on y retourne 2 ans après, on a des choses qui ont changé incroyablement. Donc ça va très vite, dans certains très bons côtés, certains côtés beaucoup moins bons. On a pas mal de déforestation. La population grandit énormément, donc il faut de la place pour des cultures, pour vivre. Donc on a beaucoup de déforestation de ce point de vue-là. Et donc on a beaucoup de zones au Cambodge avec des zones de végétation très dégradées, des plantes colonisatrices, comme on a pu le voir au début du film de Francis hier. Pour vous donner une idée, ça c'était le couvert forestier au Cambodge en 1976. En 1997, vous pouvez regarder au niveau là, des zones que je vous montrais au nord-est et puis au nord du lac qui diminue beaucoup. Les cardamome, ça reste une zone qui est encore assez préservée. Donc voilà, en 2002, toute la partie est là, elle a quand même beaucoup souffert. Ça a tendance à se disséminer au cardamome. Et puis passé 2002, j'ai plus réussi à trouver de carte officielle. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans et ça s'est vraiment pas arrangé. Donc même ce petit couvert forestier, vous pouvez encore le clairsemer davantage. Alors on a parlé du contexte, on a notre laboratoire, on a le pays. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait dedans? Comment on est venu à faire ces inventaires botaniques? On s'est intéressé aux plantes médicinales cambodgiennes, donc à la médecine traditionnelle cambodgienne. Donc là, il y a 2 petites slides de définition qui vont nous donner qu'est-ce que la médecine traditionnelle. C'est une définition de l'OMS, c'est pas propre au Cambodge, c'est mondial. Et c'est super intéressant parce que la médecine traditionnelle, c'est pas simplement une activité pharmacologique. La médecine traditionnelle, c'est la somme de toutes les connaissances, compétences et pratiques qui reposent sur des théories, des croyances et des expériences propres à différentes cultures, qu'elles soient explicables ou non, ça c'est super important, et qui sont utilisées dans la préservation de la santé, et bien sûr dans la prévention, le diagnostic et l'amélioration, le traitement des maladies physiques ou mentales. Donc c'est très vaste, c'est extrêmement intéressant, et c'est vraiment la base de nous, notre intérêt. Donc à travers le monde, la médecine traditionnelle, c'est soit le mode principal de prestation de soins de santé. Au Cambodge, je ne saurais pas dire si c'est le mode principal, mais c'est quelque chose d'extrêmement important, notamment en zone rurale, ou soit un complément à ce dernier. Elle existe dans quasiment tous les pays du monde, donc ça, comme vous le savez sûrement. Et la demande de services dans ce domaine est en progression. C'est pas vrai partout. Alors au Cambodge, notamment, on observe l'effet inverse. On sort d'un pays qui a connu la guerre, qui a pu se reposer que sur la médecine traditionnelle pendant longtemps, et qui aujourd'hui s'ouvre au monde et finalement est assez friand des médecines traditionnelles, des médecines occidentales qui peuvent venir. Donc c'est un peu l'effet inverse. Voilà pour les définitions. Comment ça se présente maintenant vraiment voilà, je vois quelques photos à travers le monde. Là, on est en Chine. Ici, on est en Birmanie, donc avec un herboriste. Et puis ici, on est à Madagascar avec toujours un herboriste. On voit qu'il a quelques préparations déjà faites, donc il a déjà fait sa préparation de son traitement. Au Cambodge, d'après l'Institut, le Centre national de la médecine traditionnelle, c'est un organisme étatique qui publie des livres où ils décrivent leurs plantes médicinales. Ils en ont référencé plus de 1000. C'est énorme. Donc 1000 plantes sont utilisées au Cambodge dans la médecine traditionnelle. Ici, je vous ai mis une photo d'un herboriste à Phnom Penh. Alors on voit qu'il y a des plantes telles quelles ou des préparations déjà prêtes à l'emploi. On a aussi ici là un Cambodgien qui va chercher une noix vomique, un strychnos, c'est quelque chose d'extrêmement toxique, mais qui est utilisé à très faible dose, va permettre de soigner quelques maladies, donc ils le savent très bien. Le gros truc, c'est qu'on prend la graine, on la coupe en 8 parts égales. Si on en prend plus de 2, c'est très dangereux. Donc c'est des doses vraiment très faibles, mais bon, c'est utilisé en médecine. Pourquoi on a plus de 1000 plantes utilisées dans un pays qui finalement est assez petit? Ça s'explique pour diverses raisons, historiques et culturelles, donc, et également religieuses. Donc au IXe siècle, on a le début de l'ère angkorienne, et au XIIe siècle, le royaume khmer s'est tout
tout ça, c'est tout ce qui est là en rose. On voit le Cambodge actuel, et on voit que l'Empire Khmer, à cette époque, il englobe des zones qui appartiennent au Vietnam, à la Thaïlande, au Laos et jusqu'en Birmanie. Donc c'était un territoire immense. On retrouve des vestiges de ce royaume khmer aujourd'hui dans tous ces pays-là. Donc en termes d'influence, vous imaginez bien que c'était énorme. Dans le Cambodge actuel, on retrouve des influences de toute cette région-là. Sans compter plus tard l'apport qui venait de Chine, et puis des Occidentaux encore un petit peu plus tard. Donc on a vraiment eu un carrefour d'influence qui aujourd'hui se matérialise au niveau de la médecine traditionnelle par des pratiques qui sont super diversifiées et avec des utilisations de plantes qui ne sont pas forcément évidentes dans des pays autour. Alors, pour vous donner un exemple également de l'importance de la médecine traditionnelle au Cambodge, dès le 9e siècle, on voit sur des épigraphies quelques plantes médicinales qui sont gravées. Donc on a notre noix d'arec, on en a des photos dehors. Les palmiers, c'est une famille au niveau ethnobotanique qui est fantastique. Tout est utilisé, de la palme, le fruit, le tronc, tout. C'est une famille qui, au niveau ethnobotanique, qui est extrêmement riche. Donc ici, la noix d'arec, la noix de coco, les feuilles de piper bétel. Souvent, on mélange la noix d'arec et la feuille de piper bétel. C'est ce qu'on mâche et qui donne ces bouches très rouges là qu'on voit souvent dans pas mal de reportages. Au XIIe siècle, on a sur un temple ce qu'on pense être le roi lépreux. Le roi lépreux, c'était le roi de cet empire. C'était a priori Jayavarman VII, donc quelqu'un qui a vraiment marqué l'histoire du Cambodge, qui aurait eu la lèpre et qu'on voit se soigner avec un fruit que beaucoup de spécialistes pensent être le cholmogra. Il y a une logique, parce que le cholmogra, on en tire une huile, et encore aujourd'hui, dans beaucoup de pays, l'huile de cholmogra, elle sert à soigner la lèpre, et beaucoup de lésions cutanées. Elle a un acide gras qui s'appelle l'acide cholmogrique, et ses vertus ont été prouvées, donc il y aurait une logique à cela. Voilà une petite photo, et puis une photo de l'huile de cholmogra. Alors ça, c'était ce qu'on a pu voir sur des épigraphies, donc sur des gravures. Donc il y a beaucoup d'interprétations là-dedans. Ce qui est moins sujet à l'interprétation, c'est au XIIIe siècle. Frédéric nous disait qu'on n'était pas les seuls explorateurs, et c'est vrai. Le plus vieil écrit au Cambodge qu'on trouve, qui date du XIIIe siècle, c'est un Chinois qui l'a fait. C'est un diplomate chinois qui est venu et qui a décrit ce qu'ils voyaient à ce moment-là, et notamment l'utilisation que faisaient les Cambodgiens, enfin les Khmers, des plantes, d'un point de vue thérapeutique. Donc il était lui-même surpris par la diversité des plantes utilisées, au niveau thérapeutique comme on peut l'entendre, au niveau également spirituel. Il y avait beaucoup de cérémoniaux liés à la religion, à plein de choses qui faisaient intervenir des plantes. Ils utilisaient les plantes à des fins vétérinaires aussi, donc on avait vraiment beaucoup d'utilisation. Au XIIe siècle, oui, ça j'ai oublié de vous en parler, c'est une stèle qu'on a retrouvée au Laos, pardon. C'est la stèle de Saifong, et qui mentionne noir sur blanc 36 simples qui sont utilisés encore aujourd'hui en médecine traditionnelle cambodgienne. Donc, plusieurs plantes qu'on connaît très très bien. Vous voyez le gingembre, la Zingiber officinale, le poivre, le mirobalan. On a des plantes qu'on connaît très bien. Aujourd'hui, chimiquement, elles sont bien connues. Et déjà à l'époque, au XIIe siècle, donc là, on voit qu'elles étaient utilisées au sein de l'Empire. Donc pour des raisons historiques, culturelles, économiques, la médecine traditionnelle khmer est riche. Et elle est complexe. Parce que là, on a vu les plantes, mais après, il y a toutes les utilisations qu'on en fait, toutes les croyances. Tout. Et ça, vous allez voir que c'est particulièrement complexe, mais comme dans plein de pays. Donc, elle intègre des pratiques thérapeutiques, mais également des médications ayant trait à la superstition, à la magie ou à l'astrologie. Donc là, j'en reviens à la définition de l'OMS, explicable ou non. Nous, occidentaux, d'un point de vue rationnel, il y a des choses qui peuvent nous échapper, mais il faut absolument en tenir compte quand on va étudier l'utilisation que font une population de plantes. Alors je vais souvent le dire, les médecins traditionnels au Cambodge, ils sont appelés krous. Donc pas que les médecins traditionnels, d'ailleurs les enseignants aussi, tous les gens qui ont le savoir sont appelés krous, et donc la personne qu'on a en haut, c'est un krou qui est très réputé, qui a écrit plusieurs ouvrages au Cambodge, et avec qui on travaillait beaucoup. Il a une connaissance des plantes qui est incroyable, par le goût, par le toucher, par tout un tas de choses. Lui, il connaît plus de 1000 plantes sur le terrain à des fins thérapeutiques. C'est un puits de science. Ici, on voit, on était sur le terrain,
Et on avait soif, et puis un Cambodgien qui trouve cette plante, puis qui nous dit, il n'y a pas de souci, ça se boit. Voilà. Donc il y a vraiment encore aujourd'hui, en France ça existe de moins en moins, ça au Cambodge, dès qu'on va dans des zones éloignées des villes, les Cambodgiens savent utiliser les plantes qui poussent autour de chez eux. C'est encore concret aujourd'hui. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de simples. Donc, on va définir ce que c'est un simple. Les remèdes traditionnels cambodgiens, ils sont essentiellement composés de simples. Essentiellement composés de plantes, pas que. Il y a quelques remèdes animaux, quelques remèdes minéraux, mais essentiellement de plantes. Un simple, c'est une partie bien précise de la plante médicinale. La feuille, la tige, toutes les parties qu'on peut imaginer, et dans lesquelles on va trouver le principe actif souhaité. Donc là, je vous ai mis au Centre national de médecine traditionnelle quelques simples qui sont exposés. Et puis là, à l'état frais, c'est des parties de plantes qui sont utilisées. Donc voilà quelques photos. Et pour complexifier la chose, à partir de ces 1000 plantes qui elles-mêmes ont plusieurs parties de plantes, un remède traditionnel, c'est jamais une plante au Cambodge. Ici, on aime bien en France avoir une plante pour une activité. Là-bas, c'est une notion qui leur échappe complètement. C'est un mélange d'au moins quelques plantes et souvent plus de 10 plantes qui entre elles vont créer une synergie et qui vont avoir une activité pharmacologique. Quand j'arrive sur le terrain, que je suis avec un collègue cambodgien, je lui demande cette plante, elle sert à quoi? Il me dit, ah mais attends, en association avec quoi? Cette plante, lier une plante à une pathologie, c'est vraiment pas évident. Donc ça ajoute encore de la complexité à ces études. Donc forcément, l'efficacité d'un traitement est tributaire du choix des simples employés. Que la plante soit fraîche ou sèche, on n'aura pas les mêmes molécules dedans, elles ne seront pas dans le même état pour certaines, donc ça a une importance. Que la plante soit jeune et mature, pareil, s'ils peuvent choisir sur le terrain entre l'un ou l'autre, ils sauront ce qui est préférable. La période de collecte, ben ça on le sait, selon que la plante soit en fleurs, en fruits, elle ne va pas produire les mêmes métabolites, et donc on ne va pas observer les mêmes activités pharmaco. Au niveau de la chimie, on le comprend très bien, mais au niveau du terrain, c'est très très bien compris aussi. Donc le crew, il a deux possibilités. Ou il habite dans une zone où il va trouver les plantes qu'il cherche, et c'est la bonne période, il va les collecter, c'est ce qu'il préfère. Parfois, ça se fait de moins en moins, mais il y a quelques formules rituelles au moment de la collecte de la plante. Ou alors, on est en zone beaucoup plus urbaine, ou alors là, c'est pas la bonne période pour collecter la plante. Et puis là, il y a des plantes, donc souvent l'état sec, qu'on peut trouver chez des arboristes. Et des arboristes, on en trouve un grand nombre au Cambodge, avec des stands qui se présentent comme ça, avec tous les simples là que vous voyez, et puis au fond, les remèdes qui peuvent déjà être préparés. Parce que bien sûr, il y a différents modes de préparation, c'est exactement comme en France, infusion, décoction, macération, traitement physique. On peut simplement broyer la plante, tout simplement la mâcher et l'appliquer sur une plaie. On a tout un tas de diversité. On peut ajouter ou non des excipients d'origine naturelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas seulement le simple, on peut avoir des fois vraiment un produit fini, on va rajouter du miel pour que ça passe mieux, du charbon végétal, tous les excipients qu'on retrouve nous dans un médicament en pharmacie, on peut en trouver au Cambodge avec des excipients d'origine naturelle. Donc par voie orale, par voie topique, bien sûr, selon où se situe la maladie, par inhalation. Et puis alors ce que je trouve super intéressant, c'est qu'il y a le traitement, mais tout ce qui va être massage ou sauna ou acupuncture, ça va être des choses qui sont extrêmement importantes là-bas. Quand on discute avec un Cambodgien de la façon dont nous, on traite quelqu'un qui a atteint du cancer en France, donc il va faire une chimio, il y a tout plein de choses, et puis on va beaucoup se reposer sur ça. Là-bas, il y aura cet équivalent de la chimio, mais en plus, il y aura des massages, il y aura tout un accompagnement de la personne atteinte par sa famille, le plus souvent par ses proches, mais il y a tout un environnement où les plantes jouent aussi leur importance, mais qui va environner ce traitement simplement médical. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Pour information, c'est pas le cas au Cambodge, mais c'est le cas dans plein de pays autour, au Vietnam normalement. La médecine traditionnelle, elle fait partie intégrante du système de santé, c'est-à-dire que dans un hôpital public, on trouve un herboriste. On trouve des préparations à base de plantes. Et selon ce qu'a prescrit le médecin ou selon ce qu'a choisi le patient, il peut aller vers l'une ou l'autre des médications. Donc encore quelques photos de simples bien connus. Là en bas, c'est le curcuma. On a un séné, on a de l'andrographis qui est bien connu chez nous pour ses propriétés antipyrétiques. Là-bas, c'est une panacée. Puis je vous ai mis un pipère, le pipère lolotte, qui est aussi une plante très utilisée. Là, c'est vraiment des grands classiques.
là-bas. Je vous ai parlé de causes un peu moins explicables. Donc pour nous, là, il y a cette slide qui en parle un petit peu. La notion de chaud et de froid intervient. Si on a une maladie qui trouve son origine dans une notion de chaud, à savoir la fièvre, la constipation, la sécheresse de la peau, il y a toute une liste de maladies, et bien on va la combattre par une plante qui est considérée comme froide. Les plantes amères, astringentes, acides sont considérées comme froides. A l'inverse, si on a une maladie qui a trait à la notion de froid, la diarrhée, l'hypothermie, tout un tas de maladies, on va la combattre avec des plantes qui ont une notion de chaud, donc des plantes épicées, des plantes avec un goût qui va nous rappeler chaud, des huiles essentielles aussi notamment. Voilà, donc ça compte. Également, ça, c'est une plante qui est épiphyte, elle pousse sur le tronc des arbres, c'est un hydnophytum, et quand on coupe son tubercule, on a ces galeries dedans. Ces galeries, elles sont creusées par des fourmis, c'est ce qu'on appelle une plante myrmécophile, elle pousse avec les fourmis. Et bien quand on coupe cette plante, ça vous fait penser à quelque chose? Alors, moi je dirais que je suis plutôt d'accord avec les Cambodgiens, ça leur fait penser à un poumon, aux alvéoles d'un poumon. Donc cette plante, elle va être utilisée dans tout un tas d'affections pulmonaires, ce qu'on appelle la théorie des signatures. On a autre chose de beaucoup plus connu, des pandanus, ils vont faire des racines adventives qui vont être dressées, ça va leur faire penser au sexe masculin, et c'est souvent des remèdes anti-impuissance. C'est aussi de la théorie des signatures. Et alors là, je vous avoue que je l'ai mis parce que c'est vraiment l'anecdote, mais ça se pratique quasiment plus. On m'en a parlé une ou deux fois dans certains villages, mais il y a l'astrologie qui rentre en compte. Ça vous fait penser au sabot d'une vache, certainement. Dans les signes astrologiques chinois, il y a le bœuf. Donc en fonction du signe astrologique de la personne, on peut trouver des plantes qui vont pouvoir influer sur son état de santé. Voilà, je pense que là, plus les années vont passer, plus ça va disparaître, mais en tout cas, ça a existé et ça existe encore dans certains points. J'ai parlé du vent qui attrape. Alors le vent qui attrape, j'ai beaucoup de mal à le définir. C'est une façon qu'ils ont de qualifier une certaine maladie. Et alors là, ils la soignent pas vraiment qu'avec des plantes. Il y a un traitement, comme on a vu avant, avec des simples, mais avec beaucoup de ce qu'on va, comment dire, aller à la pagode et puis faire une espèce de lavement moral de ce qu'on a pu faire. Ça aura vraiment des causes là, physiques, des causes de karma, des causes des mauvaises actions qu'on aura pu faire. Et du coup, ça compte aussi dans le traitement. Donc, la médecine traditionnelle khmère, là, ce dont je vous ai parlé, c'est celle qu'on a pu voir encore dans les années 2000, qui a tendance à disparaître et à se faire supplanter par une médecine occidentale qui revient fort. Néanmoins, elle évolue positivement dans le sens où, à l'heure actuelle, il y a très peu de lois ou de textes juridiques ou quoi que ce soit qui vont réglementer cette médecine traditionnelle. N'importe qui peut dire « je suis un krou, je vais te soigner ». Les plantes qui sont commercialisées ne sont absolument pas contrôlées. On peut prendre une plante, une fois qu'elle est coupée, séchée, broyée, ça peut être n'importe quoi. Donc on peut tout à fait confondre une plante avec une autre. Donc il y a tout un tas de pratiques comme ça qui ne sont absolument pas réglementées et qui vont avoir tendance à l'être. Le gouvernement cambodgien a pris les choses en main, c'est une médecine qui est importante dans le pays, donc il va agir. Il ne faut pas oublier que la plante médicinale, c'est un médicament. En France, on a une pharmacopée qui le définit, en Europe, c'est des choses qui sont vraiment prises avec beaucoup de soin parce que ça a une activité biologique, donc c'est pas neutre, c'est potentiellement toxique, on l'a vu avec la noix vomique, et en plus c'est destiné à une population fragile, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, et d'où quand même l'importance de le réglementer un petit peu, parce que les personnes qui avaient le savoir, elles sont quand même assez âgées, elles ont tendance à disparaître, et les jeunes qui prennent la relève n'ont pas forcément ces connaissances, mais peuvent s'intituler crew et donc faire des choses qui pourraient être un peu plus dangereuses. Donc, au niveau du Cambodge, ils ont agi, ils ont créé une école nationale de praticiens avec une formation diplômante. C'est sur plusieurs années, ils sont encadrés par des médecins traditionnels reconnus et donc ils vont renouveler ces médecins traditionnels. Il y a peut-être un bel exemple à prendre. Et puis, ils ont décidé de créer une pharmacopée nationale. Nous, au niveau du laboratoire commun, on a été sollicités, on va travailler avec eux au niveau chimie pour essayer de travailler à ce projet. Il reste 30 minutes. Très bien.
Donc ben voilà, c'est plus de la moitié, c'est impeccable. On a vu la partie médecine traditionnelle, donc vous avez vu que c'est assez complexe, assez vaste. Ce dont vous avez pu vous rendre compte aussi, c'est que si on se limite à ce qu'on voit chez un herboriste ou chez un tradipraticien, ben on voit des simples. On voit une partie de plante, très souvent sèche, très souvent parfois broyée, et avec un nom khmer. Sauf qu'un nom khmer, ça peut vouloir dire beaucoup de plantes. On peut avoir un nom khmer qui va désigner un arbre, une herbacée, ça peut être assez diversifié. Donc nous, pour savoir de quelle plante on parle, on a besoin de revenir au terrain, de collecter la plante vivante et de faire vraiment un travail d'inventaire botanique, à savoir des herbiers, avoir des plantes en fleurs, en fruits, formellement identifiées. Et ça, c'est une base de travail solide qui va nous permettre de mener des études sérieuses. On ne peut pas simplement aller chez un médecin traditionnel, lui dire j'aimerais cette plante-là avec un nom khmer, on aura un bout de racine et finalement on ne sait pas vraiment si c'est l'espèce qu'on souhaitait. Je vous le rappelle, le Cambodge, c'est plusieurs milliers d'espèces de plantes, c'est extrêmement diversifié, on va le voir, donc il y a vraiment un travail vraiment de rigueur à avoir pour savoir de quoi on parle. Donc avec le laboratoire commun, on a pas mal quadrillé le pays sur plusieurs années. Entre 2006 et 2011, on a fait une vingtaine de missions de terrain dans différentes régions avec des formations végétales très différentes pour constituer nos herbiers, constituer notre échantillothéque. Au final, on a 1400 herbiers, on a plus de 2000 échantillons, ça c'est un chiffre qui a pas mal augmenté, des herbiers, des photos, des coordonnées GPS, tout un tas d'informations, une utilisation traditionnelle éventuelle pour toutes ces plantes. Et puis des informations de collecte soigneusement consignées. C'est quelque chose qui est assez précieux parce qu'avec cette période Khmer Rouge, on a pas mal de choses qui ont été détruites au Cambodge, qu'on retrouve dans des herbiers finalement français. À Paris, il y a une collection énorme, mais au Cambodge, il a fallu reconstruire. Donc, Sovan Moliul nous en parlera juste après, elle a vraiment fait un travail fantastique là-dessus. Mais reconstituer un herbier au Cambodge et réinventorier cette flore, finalement, ça fait un savoir qui est intéressant pour les Cambodgiens avant tout. Donc là, il y a quelques missions de collecte de terrain. Donc sur les temples d'Angkor, sur différentes zones. Koh Kong, c'est la fameuse zone proche de la Thaïlande. Le parc de Rim, c'est près de la mer. Ratanakiri, c'est à la pointe au nord-est. Puis après, on voit un petit peu un travail de terrain avec une étude un petit peu déjà sur le terrain botanique pour essayer de voir à quelle plante on a affaire, la constitution d'herbiers. On commence à se présenter. Souvent, on était 2 ou 3 Français de l'Institut de recherche Pierre Fabre, et puis les Cambodgiens avec qui moi je travaillais à l'année, donc les médecins traditionnels, le professeur de pharmacognosie, le professeur Cheng, qui est une mine de savoir et qui était le co-directeur du laboratoire, donc on était au quotidien ensemble. C'est la personne là qu'on voit en bas à gauche et qui est vraiment, vraiment, vraiment quelqu'un d'incroyable. Et donc, bien les uns avec les autres, on a constitué toute cette base et on a pu travailler dans des lieux qui étaient assez fantastiques, encore préservés. Ça, c'est le Beaucorps. C'est une forêt qui est assez peu, qui était, parce que ça a changé encore, mais qui était assez préservée, qui donnait face à la mer. Et là, on prend en fait la photo d'un ancien lieu de villégiature de l'époque du protectorat. Il y avait un casino, c'était vraiment un lieu pour personnes aisées et puis qui est complètement tombé à l'abandon. Donc c'est que des ruines, on voit la végétation a complètement recouvert le lieu. Et puis cette forêt en dessous, elle a été pas mal préservée. Donc on a pu voir des choses comme ça. Ça c'est des forêts beaucoup plus claires. Ça c'est une plante de la famille du haricot. C'est un antada, donc ça fait une liane comme ça, et des gousses assez énormes qui peuvent faire plus d'1 mètre, avec des petits pois qui font la taille d'un palais de hockey, et qu'on retrouve dans les gousses. Donc c'est cette plante-là qui nous fait ça. Donc des arbres qui peuvent avoir des formes assez intéressantes. Une fois qu'on est dans le sous-bois, on est émerveillé toutes les 10 minutes, hein. C'est juste superbe. Alors on voit par exemple des choses comme ça, c'est un milieu écologique à lui tout seul, c'est un vieux diptérocarpacé. Et puis dessus, là, on voit là, toutes les plantes qui poussent, c'est des orchidées, c'est des bulbophyllums. Au-dessus, on devine des fougères épiphytes. Donc sur cet arbre, on a une diversité écologique déjà qui est super intéressante. Ça, c'est ce fameux Tonlé Sap, ce fameux lac. Alors, on a pu prendre des vues aériennes. Donc vous voyez, là, les arbres, ils sont typiquement dans l'eau.
et puis ça dure plusieurs mois, et ils vivent, et ils vivent bien, donc il y a une adaptation qui est énorme. Et sous l'eau, si vous revenez là dans ce village, ça c'est pas les fameux villages flottants qu'on voit dans les reportages, c'est des villages sur pilotis, sauf que les pilotis ils font jusqu'à 8 mètres de haut. Et donc sous l'eau, on a en période sèche des buissons, des herbacées. Alors, ou c'est des plantes qui s'adaptent très vite, qui arrivent à faire leur cycle de vie en 6 mois pour mettre leurs graines et puis repartir 6 mois d'après, ou c'est des plantes qui arrivent à survivre, immergées pendant plusieurs mois. Donc on peut y aller en saison humide ou en saison sèche, et on a l'impression de ne pas être au même endroit, c'est assez incroyable. Donc, quand on va faire l'émission, c'est en bateau, et on est en bateau dans la canopée. C'est super rigolo. Donc une mangrove, hein, vue d'un peu plus près. Donc là aussi, il y a une adaptation qui est énorme, hein, notamment au niveau de la fructification. Le fruit là, de ces Palétuvier, de ces Rhizophora, ça fait des espèces de pointes, des espèces de pieux. Et en tombant, ils vont se ficher dans le sol assez profondément et ils ne bougeront plus. Les racines vont se développer là, la tige va pousser et puis c'est bon, l'arbre est planté, quoi. Et alors, très 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 important au Cambodge, c'est omniprésent, où qu'on aille, tous les 10 km, c'est la religion bouddhiste. Et ça, c'est super intéressant parce que, bon, la photo classique du temple d'Angkor avec le fromager qui pousse, avec des ficus étrangleurs, là, il y a des images que vous avez sûrement tous en tête avec cette végétation qui recouvre certains temples. C'est vraiment magnifique, mais surtout, les lieux avec un temple autour, il y a une zone qui est considérée comme sacrée, on n'y touche pas, ou peu, et donc on a encore une végétation qui est intéressante, qui est fournie beaucoup plus que dans le village qui peut être à 5 km. Donc pour nous, avoir l'autorisation avec le responsable de la pagode d'aller herboriser sur son site sacré, c'est super intéressant parce qu'on a une diversité finalement énorme par rapport à 5 km à côté où on a des champs de riz, quoi. Et puis il reste encore au Cambodge des temples pas du tout mis en valeur. Ça, on n'est plus du tout à Angkor. On connaît bien les temples d'Angkor, mais dans tout le reste du pays, il y a plusieurs temples qui sont abandonnés. Ça, c'est une journée de route pour y arriver. On voit les pierres devant, c'est des choses qui se sont effondrées. Et puis reste ça qui, depuis 1000 ans, tient debout bon gré mal gré avec la végétation qui l'environne. Et alors là, c'est fantastique. On fait notre passion de botaniste dans un lieu qui est mystique. Là, c'est le bonheur. Pour vous donner une identité, donc là, on a vu les lieux qu'on a explorés. Alors, la diversité de ce qu'on a vu. On a vu la diversité au niveau de la médecine traditionnelle. Une fois qu'on est sur le terrain, c'est pire. Ça, c'est toutes les fleurs, ce que nous fait en fait la nature, ce qu'on peut voir comme échantillon qu'on va herboriser. Et il va nous falloir mettre un nom là-dessus. Donc, est-ce qu'il y a des fleurs connues là? Je crois pas trop. Il y a? Oui, les Oya, ça c'est oui, tout à fait. Là, il y a un beau Oya, ouais. Et? Alors non, c'est un Boinia en bas. Ouais. Voilà, alors, les fruits, il y en a un de connu là. Oui, la noix de cajou. Et alors en haut à gauche, c'est une des graines les plus toxiques que vous pouvez trouver. C'est Abrus precatorius, ça c'est juste mortel. Et donc pareil, on a une grande diversité. Alors il y en a qui sont super rigolos. En bas, on a l'Aquilaria crasna. L'Aquilaria, c'est un arbre qui est en voie de disparition maintenant, qui est CITES dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, parce qu'il a été exploité pour son bois d'aigle. Il y a un champignon qui va parasiter le tronc. À l'intérieur, ça va noircir, ça va se durcifier. Et on va avoir des formes assez incroyables dont les collectionneurs raffolent. Et donc les gens vont de plus en plus loin dans la forêt pour couper l'arbre et puis fournir aux collectionneurs ce genre de choses. Et alors cet arbre, il est rigolo parce qu'il va faire pointer sa graine comme ça avec un tout petit filament en attendant qu'on vienne la chercher et puis qu'on le dissémine. Voilà, ouais, celui qui est au centre là. En haut aussi, c'est le même principe, ça, c'est une fabacée. On a une arille qui est bien colorée, qui tombe assez bas, donc ça, je ne sais pas, j'ai pas étudié la question, mais j'imagine que c'est pour qu'un pollinisateur soit attiré et puis l'emmène un peu plus loin. Donc en termes de fleurs, de fruits, une grande diversité. Et nous, on avait une première identification au laboratoire pour essayer de nous dire cette plante c'est telle famille, éventuellement c'est tel genre. Quand les flores sont à jour, quand on a nous une documentation qui est suffisante, c'est quelle espèce, mais on ne peut pas le dire avec certitude, c'est juste trop dense, il y a trop de familles. Chez un botaniste, souvent, il a quelques familles de spécialités.
nous, non-botanistes, on part sur toutes les familles en ethnobotanique, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, on s'est appuyé sur tout un réseau de botanistes, de systématiciens, c'était international. Notre maître d'œuvre, c'était Sauvane Molly, qui est présente, qui va parler juste après, qui est basée au Muséum à Paris, et à qui on a envoyé une copie de tous nos herbiers. Donc à Paris, on a tous nos herbiers qui sont stockés et puis qui sont étudiés. Donc Sauvane, c'est vraiment la super spécialiste de la flore, de la botanique au Cambodge. Mais dans le monde, il y a des spécialistes aussi de la flore du sud-est asiatique, et c'est des spécialistes par famille. À Édimbourg, je vais aller voir quelqu'un qui est spécialiste des Apocynaceae. À Singapour, quelqu'un qui est spécialiste des Ingiberaceae. Les Asclepiadacées, c'était aux États-Unis. Les Celastracées, c'est en Russie. Et donc, c'est tout un réseau qu'il a fallu monter. On envoie nos herbiers, nos photos, des fois nos prélèvements ADN. Et les gens vont pouvoir identifier tout ce qu'on a pu photographier et voir. Donc, au final, on a là, alors ça date un peu, c'est au moment de la publication de la flore, donc en 2012, au moment, on va dire, de la finalisation du manuscrit. Depuis, ça a augmenté. On a 700 spécimens formellement identifiés. 700 espèces, d'ailleurs, c'est pas 700 spécimens. Donc, ça veut dire pour lesquels on a des photos de fleurs, de fruits, des analyses faites par des botanistes qui sont formelles. On a 3 nouvelles espèces. Alors, ça peut paraître pas énorme étant donné la richesse, mais celle-ci, par exemple, c'est une plante qu'on a collectée pour une utilisation traditionnelle. Ça veut dire que ce n'est pas une rareté qu'on va trouver au fin fond de la forêt. C'est quelque chose qui pousse en milieu anthropophisé, et pourtant c'est une nouvelle espèce. Nous, on croyait que c'était un Curcoligo orchioides, et puis Sauvane nous a dit pas du tout, c'est nouveau. Donc il a été intitulé Fabre en l'honneur de notre patron. Et donc même en faisant de l'ethnobotanique, même en allant sur des plantes utilisées, on peut trouver des choses nouvelles. Ça, c'est un solanum, Sakani, du nom du Cambodgien qui l'a trouvé. C'est quelqu'un qui était avec nous en mission et puis qui nous a fait remarquer qu'on n'avait jamais collecté cette plante. Et puis non seulement on l'avait jamais collectée, mais en fait personne ne l'avait jamais collectée. Et alors là, ça, par exemple, c'est super parce que cette publication, elle est sortie, je ne sais pas si on arrive à lire, en 2015. Donc je l'ai reçue il y a quelques semaines. C'est notre spécialiste des Asclepiadacées aux États-Unis, avec un spécimen qu'on lui a envoyé, des coordonnées GPS. Mais ils sont allés un petit peu plus loin. Il y a d'autres gens qui sont retournés au même endroit pour faire des prélèvements ADN. Et puis, finalement, c'est une nouvelle espèce. Alors, en plus, c'est pas une petite herbacée, c'est un beau buisson qui pousse dans une zone assez dégagée avec des fleurs magnifiques. C'est un peu une bonne surprise. On sait qu'il y en a d'autres espèces qui vont être publiées dans les prochaines semaines, mois ou années, qui sont des nouvelles choses. Donc, même sans forcément aller chercher la rareté au fin fond de la forêt, en étudiant des plantes utilisées, on peut trouver des choses originales. Et puis alors ça, c'est pas des nouvelles espèces au sens propre, c'est des espèces qu'on connaît, qui sont bien référencées, mais pas au Cambodge. Ça, c'est la première fois qu'on l'a vu au Cambodge. Donc on a une belle orchidée, on a des fabacées, c'est des choses, bon, c'était connu ailleurs, mais avec ce travail, on a pu dire, au Cambodge aussi, ça pousse. Il y avait peu de raisons que ça pousse en Thaïlande, au Vietnam, et pas au Cambodge. Mais maintenant, on l'a prouvé. Donc voilà, on arrive avec une grosse base de données, des photos, des identifications, des utilisations traditionnelles. Il y a tout un travail. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le garde pour nous, on fait nos petits trucs de nos côtés, on est content? Ou est-ce qu'on essaie de le partager, de le valoriser, de le pérenniser? Donc on s'est dit qu'on allait quand même essayer d'avoir cette démarche. Donc on a reconstitué l'herbier de la faculté de pharmacie de Phnom Penh. Première chose. Il reste un quart d'heure. Voilà, merci, on y est presque. On a recréé un petit jardin botanique à la faculté de pharmacie de Phnom Penh. L'idée, c'était que les étudiants puissent apprendre à reconnaître les plantes, d'une part. Donc il y avait un outil pédagogique, puis il y avait un outil de recherche. Nous, les plantes qu'on pouvait trouver potentiellement intéressantes, ça pouvait être intéressant de les avoir qui poussaient en bas de la faculté pour faire des analyses chimiques à différentes périodes de l'année et voir si on avait des profils chimiques qui changeait, une molécule intéressante qui allait pousser à un moment dans l'année et puis être en beaucoup plus faible quantité plus tard. Donc, ça pouvait être intéressant. Et puis, au niveau botanique, ça nous a aussi beaucoup appris. Parce qu'une plante qu'on trouve dans la nature, et les orchidées notamment, 90 fois sur 100, elle n'est pas en fleurs. Elle est végétative. Une orchidée végétative, on ne peut rien en faire. On n'est même pas d'accord sur le genre, des fois. Donc, ce qu'on a pu faire avec ce petit jardin botanique, c'est reconstruire une petite zone qui plaisait aux orchidées,
et puis attendre qu'elles fleurissent patiemment. Alors des fois ça met quelques semaines, des fois des années. Et puis quand elles fleurissent, on l'envoyait à notre spécialiste, et puis qui nous a dit, bah voilà, ça c'était des espèces jamais référencées au Cambodge, donc on était super contents, et ça pousse finalement maintenant au centre de Phnom Penh, quoi. On avait aussi un autre travail avec les ingibéracées. Les ingibéracées, c'est la famille du gingembre, du curcuma. Ça, c'est super intéressant, c'est une des familles les plus utilisées au niveau ethno. On en vend des quantités industrielles chez les arboristes. Et l'idée, c'était de faire dans notre jardin des plantations avec des rhizomes bien codés, bien identifiés. Et puis finalement, de voir ces rhizomes, à quelles espèces ils correspondaient. Donc on a vu qu'il y avait une grosse diversité. Et puis peut-être même une nouvelle espèce. Voilà, des fois, il y a des choses comme ça assez surprenantes. La flore du Cambodge, c'est voilà, toutes ces photos, toutes ces informations. On s'est dit qu'on allait quand même les rendre accessibles. Donc on a co-rédigé ce livre avec Sauvan, avec Bruno, et puis avec le fameux professeur Cheng et Jean-Gabriel Fouché qui travaille au Conservatoire botanique à Pierre Fabre. Et donc ce livre, on a décrit 523 espèces de la façon la plus récente possible à l'époque. Ça change tellement vite qu'il y a certaines choses qui sont plus d'actualité. Avec donc tout un tas de nouveautés. Ça a été paru en 2013. Et puis surtout, ce qu'on voulait, c'était que ce livre, on le remette officiellement aux autorités cambodgiennes. Donc c'est un don au ministère de la Santé du Cambodge. Et puis ensuite, il y a eu forcément des dons de livres dans les différentes universités, dans toutes les structures qui pouvaient être intéressées par ce genre de savoir. Et donc il appartient au Cambodge maintenant, et c'est leur richesse. Voilà, au niveau de la publication. Donc là, on a quelques pages à l'intérieur pour vous montrer comment ça se présente. On peut là rapidement, on a la famille, des descriptions botaniques, des noms scientifiques corrects, les références bibliographiques sur lesquelles s'appuient, c'est les déterminations et le nom scientifique. Le code de l'herbier à partir duquel la plante a été identifiée, ça peut intéresser les botanistes s'ils veulent revenir à l'herbier, s'ils ne sont pas d'accord avec une détermination, ou s'ils trouvent qu'il y a quelque chose d'intéressant et qu'ils veulent vérifier. Les noms vernaculaires en khmer, bien sûr, en français et en anglais. L'origine et la distribution géographique, bon, ça c'est assez classique. Et puis plus intéressant, c'est la description botanique succincte, l'écologie, et puis surtout l'utilisation traditionnelle. Ça aussi, on l'a mis. Tout ce qu'on a pu voir sur le terrain ou lire dans la bibliographie, on a essayé de le résumer ici. Un statut de protection éventuel, il y en a beaucoup. Des photographies légendées, donc ça nous permet d'avoir une approche assez facile finalement. En prenant le livre, l'apport de la photographie, il est quand même beaucoup plus facile pour aller vers l'identification, pas forcément d'une espèce, mais au moins de voir où on se situe, quoi. Une fleur qui ressemble beaucoup à une autre, on sait qu'on est dans la bonne famille, peut-être le bon genre, et ça simplifie l'identification de terrain, on va dire, et en première intention. Du coup, maintenant, j'ai pas pu résister à faire une petite photo avec tout ce qu'on a maintenant de formellement identifié, et donc un savoir qui est formalisé, sur lequel on peut capitaliser, quoi. Voilà. Donc les remerciements, bien entendu, toute l'équipe au Cambodge, l'Institut de recherche Pierre Fabre et le pôle actifs végétaux, donc la structure dans laquelle je travaille, la Fondation Pierre Fabre qui a reconstruit la faculté de pharmacie et qui nous a aidés à financer ce livre. Et puis de très nombreux, tous les botanistes qui nous ont aidés, parce que c'est vraiment les chevilles ouvrières de ce livre, ces gens qui nous ont aidés, qui ont pris sur leur temps libre, qui ont vraiment été géniaux, les éditions qui ont publié, et puis bien sûr Agnès Nicolas pour son invitation et cet accueil et ce lieu, et enfin, c'est génial. Voilà. Et je passe le micro à Sauvan parce qu'elle a tellement fait au Cambodge pour la flore et pour la réhabilitation de la botanique au Cambodge qu'il faut absolument qu'elle vous dise quelques mots. Voilà, je vous dis bonjour de nouveau. J'ai eu vraiment la chance de pouvoir faire ce travail de taxonomie au sens propre du mot, spécialiste de la flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam, qui est une édition de plusieurs numéros intitulée Flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam, qui est une édition faisant suite à une autre flore, la première flore qui a été initiée au muséum avant la Grande Guerre, depuis 1900,
Et cette ancienne flore s'appelle la flore générale de l'Indochine. À l'époque, il y a un terme qui a été créé, ce mot Indochine, donc par les Français. En fait, l'Indochine regroupe les 3 pays qui sont le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Et c'est à partir de 1960 que nos collègues du muséum, les botanistes, donc du laboratoire de phanérogamy, qu'on a gardé encore le mot phanérogamy actuellement, après la rénovation de bâtiments qui s'appelle maintenant l'herbier national français, c'est l'herbier de Paris, eh bien, à partir de 1960, les 3 pays étaient devenus indépendants. Donc, il n'y a plus de raison d'appeler l'Indochine. Alors, on continue l'étude taxonomique, nomenclaturale des espèces végétales qui ont déjà été étudiées dans cette première flore, mais le titre a changé depuis 1960 et on l'appelle cette édition la flore du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Voilà. J'ai l'honneur de prendre en main la rédaction de cette flore à partir de 1995. Voilà. Parce que j'ai un poste officiel au muséum, dans ce laboratoire, en 89. J'étais venue en France depuis 1971 et je faisais ma thèse donc, au muséum. Voilà. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter le dernier fascicule, parce que cette flore est en cours. Hein. On ne termine pas, on prend famille par famille pour réétudier, parce qu'il y a des changements nomenclaturaux. Alors, les gens qui ne sont pas vraiment taxonomistes ou nomenclaturalistes disent « Ah là là, les taxonomistes, vous vous amusez à changer les noms et on s'y perd dans tout ça. Vous avez le plaisir de changer les noms. » J'ai dit « Ah non, attendez, nous n'avons pas le plaisir, mais il faut étudier correctement cette nomenclature d'une telle ou telle espèce, parce qu'il y a des noms, il y a un code international qu'on appelle le Code international de la nomenclature, reconnu par le monde entier, et qui est mis à jour, et qui, c'est-à-dire update, c'est-à-dire en anglais, mis à jour à la fin de chaque congrès international de botanique. Bien là. Donc, notre flore, c'est-à-dire la flore du Cambodge et du Vietnam, continue à se faire, à être publiée, et j'ai l'honneur d'étudier cette famille, la famille des tomates, la famille des aubergines, on appelle les solanacées. Voilà. Et Mathieu a montré tout à l'heure, d'ailleurs le dessin à côté là représente le Solanum sacanei que j'ai décrit et publié dans l'ouvrage collectif sponsorisé par nos collègues de laboratoire de l'Institut Pierre Fabre, la flore photographique du Cambodge. Voilà. J'ai dédié le nom de cette espèce à notre guide, qui est en même temps le chauffeur et qui nous amène un peu partout. Bon, moi j'ai participé une seule fois. Hein. C'est l'Institut Pierre Fabre, les collègues de Pierre Fabre m'ont invité une fois, et là j'ai l'occasion de donner plus d'enseignements, et j'ai formé même le chauffeur, tout le monde s'est mobilisé et sensibilisé sur le nom scientifique. Parce qu'il y a le nom khmer, hein, partout, même au Vietnam, au Laos, parce que je suis responsable des 3 flores, des 3 pays. J'ai l'occasion, bien sûr, d'y aller, hein, ça c'est une autre affaire. Le nom vernaculaire khmer, puisque je suis cambodgienne, donc je comprends bien, mais seulement voilà. Alors, il y a plusieurs noms, mais si je ne vois pas le spécimen d'herbier ou la plante au cours de mes sorties, de mes prospections botaniques, je ne sais pas de quel plant il s'agit. Par exemple, je donne un exemple. On prend, par exemple, le Stéphania, parce que je dirige un étudiant, le travail de thèse d'un étudiant l'année dernière, et là, il continue, c'est un pharmacien qui veut, voilà, entre parenthèses, se spécialiser en botanique. Et il a demandé, Chavrat, il a demandé donc à moi de diriger son travail pour la partie taxonomique. Alors, le Stéphania, c'est même comme c'est une plante
d'intérêt médicinal, très connu. Voilà, par le tubercule plutôt et non pas par la partie aérienne. Alors on l'appelle Momkomapek. Moi j'ai dit, bon, Momkomapek, il faut que je vois. Je sais, c'est une espèce de stéphania, le genre c'est stéphania. Mais alors, il se trouve que nos collègues pharmaciens, qui travaillent à Marseille et puis d'autres collègues cambodgiens de Phnom Penh qui travaillent sur les spécimens du genre Stéphania, appellent tous les spécimens, toutes les espèces, enfin ils ne sont pas conscients qu'il y a plusieurs espèces de ce genre de Stéphania. Alors, il me dit, Madame Hull, voilà, j'ai une récolte de Momkomapek. Je regarde Momkomapek et ils ont publié officiellement, puisqu'ils font des articles d'intérêt renommés, internationaux. Stéphania, pas le nom scientifique, le Stéphania rotonda. Je regarde. Oh, bon, les collègues de la faculté de pharmacie de Marseille sont conscients du nom des espèces, sont venus me voir depuis le professeur Balançard, avant Evelyne Olivier. Madame Hull, est-ce que vous pouvez nous aider à trouver ou à confirmer le nom scientifique de ce Momkomapek? D'abord, le nom rotonda a déjà un problème. Bon, je ne vous raconte pas l'histoire de la nomenclature. On n'utilisait pas le rotonda. Mais de quelle espèce il s'agit? Puisqu'il y a pierri. Rien qu'au Cambodge, hein, on a 6 espèces déjà. Voilà. Il y a pierri, il y a cambodica, il y a glabra. Voilà. Donc, je voudrais voir le spécimen d'herbier. Voilà. Avec fleurs et fruits. Parce que sans fleurs, sans fruits, nous ne pouvons pas déterminer, puisque la description de l'espèce est basée principalement sur les fleurs et les fruits. Bien sûr, sur les feuilles. Alors, justement, sur les stéphaniens, il y a des feuilles qui nous permettent tout de suite de voir de quelle espèce il s'agit. C'est exceptionnel, hein, mais en général, il faut confirmer également par les fleurs et par les fruits. Eh bien, je vois que c'est même pas... Bon, je ne parle même pas de rotonda puisqu'il y a un problème nomenclatural. Bon, alors, est-ce que c'est pierri, est-ce que c'est cambodica ou c'est glabra? Voilà. Donc, j'ai fait toutes ces recherches-là. Alors, revenons à l'ouvrage que nous avons fait ensemble, la flore photographique du Cambodge. Eh bien, nos collègues de l'Institut Pierre Fabre, qui ont une antenne sur place à Phnom Penh, dirigée, enfin, techniquement et même scientifiquement par Mathieu, avant que Bruno vienne me voir au muséum pour me solliciter de superviser l'identification, la détermination des spécimens, et il y a déjà M. Cross qui était venu me voir depuis, je crois, en 2002. Voilà, vous êtes venu en 2005. Voilà. Eh bien, ils sont conscients, mais je suis content parce que très peu de collègues qui font des recherches scientifiques en phytochimique, en pharmacie ou autres, même les médecins, puisqu'il y a des médecins qui sont sensibilisés justement sur les médicaments à base de plantes et qui veulent savoir de quelle plante il s'agit. Et quand on parle de quelle plante, c'est le nom scientifique. Parce que si nous, on commence à parler cambodgien, chinois, vietnamien, tout ça, on ne comprend pas. Donc, depuis Linné, depuis 1756, 52 même, il commençait déjà, voilà, il commençait déjà à 1752. Eh bien, il y a l'option généralisée, décrétée, concernant le nom d'une espèce végétale ou animale. Nous parlons des plantes. Eh bien, il y a le nom. D'abord, le premier nom, c'est le genre, eh bien, l'espèce, et il y a le nom de l'espèce. Eh bien, c'est un binôme. Donc, Stéphania pierri, vous avez le Stéphania qui regroupe plusieurs espèces, il y a plusieurs espèces de ce genre, mais si vous parlez que de Stéphania, on ne sait pas de quelle espèce il s'agit. Donc, il faut donner le nom scientifique de l'espèce. Eh bien, à partir de là, j'ai accepté, puisque je suis quand même de cette région du Cambodge, et je gère cette famille, cette flore. Voilà, je vous remercie. Oui.